Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, ancien candidat à l'élection présidentielle. Un monde instable et imprévisible, chaque jour davantage. L'histoire tragique à tous les niveaux, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, avec la menace aussi d'une guerre mondiale, avec une inflation record. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre d'abord ce matin, c'est parce qu'on a appris hier soir tard la mort du militant indépendantiste corse Ivan Colonna, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998. Il avait été tabassé à mort en prison. Est-ce que l'État a failli ? Le rôle de l'État, et en l'occurrence de l'administration pénitentiaire, c'est évidemment de protéger les détenus qui purgent leur peine dans des prisons. Et donc, à l'évidence, il faut attendre les résultats de la commission, de la mission d'enquête, de la commission d'enquête administrative, aussi le travail de la justice, puisque le parquet antiterroriste s'est saisi aussi de ce drame. Et puis, il y a également, vous le savez, une commission d'enquête parlementaire. D'ailleurs, le directeur de l'administration pénitentiaire a été auditionné. Je crois que le directeur de la prison d'Arles va l'être. Donc, il y a eu évidemment des erreurs, des dysfonctionnements, une faillite. Si on regarde dans le détail, avant de parler de la situation aujourd'hui en Corse et puis de la question de l'autonomie, quand on regarde dans les détails, Franck Elongabé, qui est donc le co-détenu dans la prison d'Arles, qui a tabassé à mort Ivan Colonna, a pu le faire pendant 8 minutes sous les caméras. C'est possible, ça ? Ce sont des faits intolérables. D'ailleurs, on s'étonne que cela soit possible. Que la porte de cette salle de sport soit fermée, semble-t-il. Que cela dure 8 minutes. Ce sont des conditions effrayantes et épouvantables. Et puis surtout, on s'interroge sur le statut de ce djihadiste, considéré comme très dangereux, qui avait été en Afghanistan, qui avait été capturé par les Américains, au profil donc très dangereux. Donc nous avons du mal à comprendre pourquoi ces deux hommes ont pu se rencontrer. Non seulement ils ont pu se rencontrer, mais si je reviens sur le statut aujourd'hui de Franck Elongabé, enfin au moment de cette attaque, il avait été autorisé à devenir auxiliaire de sport, ce qui lui donnait une certaine autonomie, notamment de mouvement dans la prison. Il était même rémunéré pour cela à hauteur de 200 à 300 euros. J'ai entendu des explications, elles paraissent rationnelles, mais tout cela est évidemment incompréhensible. Donc il faut encore une fois que les enquêtes en cours établissent les responsabilités. Et s'il y a des responsabilités, il faudra évidemment en tirer les conséquences et que des sanctions suivent. Il ne peut pas en être autrement. Encore une fois, le rôle de l'État, de l'administration pénitentiaire, c'est de protéger les détenus, tous les détenus. Et là, il s'agissait en plus, je parle de la victime comme du criminel, il s'agissait en plus de 2 détenus connus et avec, qui plus est, des statuts spéciaux. Alors vous parlez de sanctions éventuelles, vous entendez aussi les cris qui ont pu être poussés en Corse au moment des premières émeutes à la suite de l'attaque contre Ivan Colonna, avec cette phrase « l'État assassin ». Avant, Apolline de Malherbe, vous dire que la mort d'un homme, qui plus est dans ces circonstances que nous venons de décrire, la mort de Ivan Colonna en l'occurrence, est toujours un drame. Donc il faut imaginer la douleur des proches, de la famille, respecter aussi ce deuil et espérer que le calme règne sur l'île, en Corse. Ensuite, il faut pas être naïf. Il y a aussi de l'instrumentalisation, de la manipulation politique. C'est ce que nous avons connu, nous y avons assisté avec ces émeutes, ces violences à l'égard non seulement de bâtiments publics, mais surtout de policiers et de gendarmes. Il y a eu de nombreux blessés et graves parmi les forces de l'ordre. Quant à accuser l'État, la France, Paris, selon le langage des indépendantistes corses, d'avoir y compris été derrière, cette accusation a existé, les conditions de cet assassinat, ça c'est évidemment intolérable. On voit bien qu'il y a une tension, un conflit sans doute lourd au sein de la mouvance nationaliste entre autonomistes et indépendantistes, et nous sommes un peu prisonniers aussi
de cette lutte fratricide au sein du mouvement nationaliste. Mais cela dit, Manuel Valls, vous-même vous l'avez dit, il y a eu faille dans la surveillance, dans la protection d'Ivan Colonna. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ouverture de ces discussions avec la perspective de l'autonomie, c'est une manière pour l'État français, pour le gouvernement de se racheter? Non, ces failles n'excusent rien et aucune violence. Et encore moins, et je le dis avec toute la responsabilité qui fut la mienne, et je sais que ce sont des dossiers extrêmement difficiles, mais Pauline de Malherbe, j'étais collaborateur de Lionel Jospin en 1998. Et je me rappelle de ce 6 février 1998, quand on a annoncé au Premier ministre de l'époque, qui connaissait en plus très bien le préfet Erignac, l'assassinat de ce dernier. Dans le dos, 3 balles. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on tuait un préfet depuis la Libération, depuis le martyre de Jean Moulin. Donc, je sais bien que la mémoire et l'actualité effacent tout, mais on ne peut pas oublier qu'on a assassiné un homme, je pense aussi à sa famille, et le symbole de l'État, Claude Erignac. On ne peut pas l'oublier. Et donc, on ne peut pas non plus accepter que, au-delà des circonstances effrayantes et de ce qui s'est passé dans cette prison d'Arles, qu'on fasse de Ivan Colonna un héros, un martyr. Pas seulement parce que j'étais ministre de l'Intérieur et que ce ministère représente l'État et que je sais la puissance symbolique du corps préfectoral dans notre pays, mais parce que, comme citoyen, comme Français, c'est insupportable qu'un terroriste qui a tué un préfet, encore une fois, au-delà des circonstances de sa mort, puisse être érigé en héros et en martyr. Ce sera sans doute le cas dans la marche qui est organisée aujourd'hui à 10h par les jeunes de Corse, par les jeunes lycéens qui déjà brandissent des images d'Ivan Colonna comme d'un héros. J'étais à Toulouse dimanche pour commémorer les attentats de Toulouse et de Montauban, dans d'autres circonstances, et je me méfie évidemment des comparaisons. Mais accepterions-nous une seule seconde, et d'ailleurs nous ne l'acceptons pas, qu'on considère des terroristes djihadistes comme des héros? Colonna a été tué par un djihadiste. Là s'arrête la comparaison. Mais je n'accepterai jamais qu'un terroriste qui s'est pris un homme et au symbole de l'État puisse être un héros. Ça veut bien dire qu'il y a eu sans doute une faillite politique, et depuis des années, en Corse, parce que je me rappelle aussi de la manifestation puissante des Corses au lendemain de la mort de Claude Erignac pour dire non, ça suffit, ça n'est pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, ces jeunes disent, non seulement ils brandissent la photo d'Ivan Colonna comme leur héros, mais ils parlent même d'eux-mêmes comme de la génération Ivan Colonna. Quelle faillite, et quelle faillite en Corse, quelle faillite des élus sur l'île de Beauté, cette île que nous aimons tous, qui est une des plus belles îles de la Méditerranée, qui a son identité, sa culture, ses traditions. Vous auriez accepté, vous, mieux l'autonomie que d'avoir comme héros un terroriste, Ivan Colonna, oui, qu'il repose en paix, mais il ne peut pas être un héros. Vous auriez, vous, accepté l'idée de l'autonomie dans ce contexte? J'ai été ministre de l'Intérieur et je sais la tâche de Gérald Darmanin particulièrement difficile. Il a eu raison de se rendre sur l'île, de dialoguer et de trouver les voies de l'apaisement. Il le fallait bien évidemment. Ensuite, je ne sais pas très bien ce que veut dire le mot autonomie. On en saura plus, j'imagine, dans les semaines et dans les mois qui viennent, puisqu'une discussion est engagée. La Corse a déjà bénéficié de beaucoup de statuts en 1982, en 1991, en 2002. J'ai moi-même fait en sorte, le gouvernement, la majorité de l'époque, qu'il y ait une seule collectivité unique. On fait disparaître les 2 départements. Il y a une collectivité territoriale qui est gérée. Pour vous, ça suffisait ? Je pense que c'était une avancée importante. Les élus corses, désormais, gèrent 1,3 milliard d'euros sur des compétences majeures, économiques, transport, culture, sociale, bien évidemment. Alors, on sait qu'il y a des dossiers prégnants là-bas, comme le logement, les déchets, mais évaluons déjà ce qui est fait. Si l'argent public est bien utilisé, après, on puisse avancer
plus loin, donner davantage de responsabilités aux élus, imaginer un statut qui est prévu d'ailleurs et qui est possible. Le Conseil constitutionnel l'avait souligné il y a une vingtaine d'années, proche des territoires ultramarins, comme celui de la Polynésie, c'est l'exemple qui est pris. Que même le mot corse puisse être dans la Constitution, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, c'était le projet de réforme constitutionnelle engagé par Emmanuel Macron qui n'a pas pu aboutir. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot ? Je pense que parmi les membres du gouvernement, évidemment, et pour Gérald Darmanin, c'est ce que je viens de dire. Mais est-ce que les Corses eux-mêmes voient d'autres choses sous ce même mot d'autonomie, et est-ce qu'on les laisse voir d'autres choses ? Je pense par exemple à la question de la langue corse, je pense par exemple à la question du peuple corse. Est-ce que pour vous, ce sont là les limites ? Il y a quelque chose qui n'est pas négociable, c'est l'unité de la France. Tenir compte de l'insularité, des particularismes corses, protéger une langue et une culture. Ça a été fait. L'université de Corté a été aussi créée pour cela il y a bien longtemps. Mais il y a des lignes rouges. Il ne peut pas y avoir de peuple corse. Il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Il ne peut pas y avoir de co-officialité de la langue, c'est-à-dire mettre au même niveau le corse que le français. Il n'y a qu'une seule langue dans la République, c'est le français. Et il ne peut pas y avoir un statut de résident propre à la Corse, car il n'y a pas deux statuts de français, deux types de français. Elles sont là, les lignes rouges. Et nous savons que derrière cette émotion, il y a le mouvement indépendantiste avec, en plus, la violence que nous avons évoquée tout à l'heure, mais aussi les menaces du FLNC de retour à la violence. Donc, l'autorité de l'État, là, elle est évidemment éprouvée. Donc, nous connaissons les lignes rouges. Donner plus de pouvoir aux élus pour bien gérer les deniers publics, au profit, évidemment, de tous les Corses qui sont confrontés aux mêmes problèmes que l'ensemble des Français, que de leurs compatriotes. Traiter les questions de la vie chère. Dans les îles, nous savons que c'est une réalité. Traiter les questions de logement, il y a eu beaucoup de retard qui a été pris dans ce domaine comme d'autres. Oui, mais en revanche, remettre en cause l'unité de la République, l'unité de la France, l'unité de la nation, ça, c'est non. Un mot encore de ce dossier, Yvan Colonna, avant de vous interroger aussi sur la préparation de la France à une éventuelle menace nucléaire ou menace de guerre. Je voudrais revenir quand même sur une comparaison qui a été faite autour de Samuel Paty. Gérald Darmanin a évoqué la figure de Samuel Paty comme une forme de comparaison. Est-ce que là, c'est pas aussi une manière de faire un martyr ? Je crois que Gérald Darmanin, qui a utilisé cette comparaison dans un entretien à Corse Matin, et puis devant vous, dans la soirée, est revenu sur ses propos, parce que je crois qu'il comprenait. C'est un ministre de l'Intérieur avec de grandes capacités politiques, mais qui est intelligent et qui va vite aussi. Donc, il a compris que cette comparaison n'était pas Comment heureuse. c'est possible ? Encore une fois, Samuel Paty, c'est la figure de ce que la République est. D'une certaine manière, s'il y a une comparaison à faire, Hippolyte de Malherbe, c'est avec Claude Érignac. C'est-à-dire entre Claude Érignac et Samuel Paty. Voilà. Vous auriez comparé davantage Claude Érignac à Samuel Paty. Un préfet et un enseignant, pour moi, ce sont les figures de la République. Je demande, moi, que toute la vérité soit faite, évidemment, sur ce qui s'est passé en Arles, et qu'il y ait des sanctions. Mais pour moi, les grandes figures républicaines contemporaines, c'est évidemment Charlie, ce sont les Français anonymes qui ont été assassinés, c'est Claude Érignac en 1998, c'est Samuel Paty, c'est ça la France. Menace nucléaire, menace d'attaque qui plane, inquiétude qui donne le vertige parfois, y compris ici en France. Est-ce que la France est prête en cas d'attaque nucléaire ? Je vous pose aussi la question en tant qu'ancien Premier ministre. Aviez-vous travaillé sur des scénarios qui paraissaient peut-être à l'époque plus théoriques qu'aujourd'hui en cas d'attaque nucléaire ? C'est lourd comme question, Apolline de Malherbe. J'aurais jamais imaginé la poser, pour tout vous dire, jusqu'à il y a quelques jours. C'est une question que nos concitoyens nous posent, que mes propres enfants me posent. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts à gagner la guerre. Je l'ai écrit dans une tribune que j'ai publiée il y a quelques jours dans le journal Le Figaro. Il y a des exercices et des simulations faites par le secrétariat général Défense nationale et à la sécurité. Il y a des simulations grandeur nature qui sont effectuées en France et en Europe, notamment sous l'égide de la Commission européenne, particulièrement sérieuses, en cas
d'une explosion d'une centrale nucléaire, d'une attaque nucléaire, d'utilisation des armes chimiques, puisque cela a été aussi évoqué. Je me rappelle, moi, la tribune de l'Assemblée nationale, évoquant la menace terroriste, avoir évoqué le risque, d'ailleurs, d'une attaque chimique. Cela m'avait été reproché. Il faut être prêt à tout. La tragédie revient, l'histoire est tragique, soulignait encore le chef de l'État il y a quelques jours. J'avais eu ces mots au moment des attaques terroristes de 2015 et de 2016. Il faut être prêt. Et nous le voyons bien, ça veut dire qu'il faut augmenter les budgets de la défense, les lois de programmation militaire, continuer à soutenir la dissuasion nucléaire, qui est un élément stratégique de notre défense, être prêt en matière d'intelligence artificielle, sur le cyber, mais sur pardon l'espace. de rentrer un peu dans les détails, Manuel Valls, mais par exemple sur la question des pastilles d'iode, dont on découvre effectivement qu'elles seraient nécessaires, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré qu'il y avait suffisamment de pastilles d'iode en France pour pouvoir faire face au cas où. Est-ce qu'on en est à ce degré de prévision éventuelle d'une menace? Je pense qu'il faut être prêt à tout type de conflit. C'est pour ça que le budget de la défense, mais aussi tout ce qui concerne la mobilisation de la société civile, des Français, doivent être des priorités. Mais c'est vrai aussi sur le stock de munitions, c'est vrai aussi en matière de chars, d'avions. Le stock de munitions, pardon, mais sur ce point... il faut des précisions. Quand on a Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, qui dit que la France n'aurait que 4 ou 5 jours de munitions. Je ne vais pas chercher mes références auprès d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est faux? Mais regardez les travaux de la Commission de la Défense présidée par Françoise Dumas, les parlementaires qui connaissent bien ces sujets. On a besoin de renforcer, bien évidemment, nos stocks de munitions, de pièces de rechange. Nous avons besoin mais aujourd'hui, on en a suffisamment. Moi, je ne suis pas au ministère de la Défense. Non, mais vous y étiez il n'y a pas si longtemps. Il y a un changement stratégique qui a été opéré en 2015, après les attentats, grâce au président Hollande, faut-il le souligner, et bien sûr à l'incarnation politique de Jean-Yves Le Drian, avec notamment Sentinelle. Et quand le budget de la Défense est reparti à la hausse, cela a été prolongé avec force par Emmanuel Macron. Mais nous savons qu'il faut changer notre logiciel. La vision stratégique que notamment le chef d'état-major de nos armées, le général Burkhardt, évoque, c'est qu'il faut se préparer à tout type de conflit. C'est pour ça, encore, je le répète, chars, avions, hélicoptères, frégates, drones, deuxième porte-avions sont des éléments essentiels. Mais aussi la mobilisation et se préparer à tout type de conflit. Il faut le dire avec toute la prudence nécessaire. Il ne s'agit pas d'agiter des peurs, mais il faut préparer, ce n'est pas évident. La guerre revient en Europe. Certes, il y a eu le conflit dans l'ex-Yougoslavie, dramatique, mais là, on voit bien, et les Français le comprennent, que tout est possible, qu'il faut se préparer à tout, y compris à la guerre et à notre engagement sur le sol européen. Y compris à la guerre. Vous avez utilisé le mot de mobilisation. Vous avez dit qu'il faudra gagner cette guerre. Encore faudrait-il dans ce cas la mener. Il va y avoir le sommet de l'OTAN, il va y avoir le sommet de l'Union européenne. Tout ça, c'est cette semaine. Certains pays commencent à se dire qu'au fond, on dit notre soutien, mais on n'y va pas. Est-ce que vous pensez qu'il faut y aller? Est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts à une guerre active? C'est une question, là encore, grave et lourde. Est-ce qu'on peut assister aux martyrs de Mariupol ou de Kirkov sans rien faire? On fait. On accueille les réfugiés, on soutient l'Ukraine, on sanctionne la Russie, on s'active surtout sur le plan diplomatique pour essayer d'arrêter cette folie. Mais je rappelle toujours que les martyrs de Mariupol et de Kirkov avaient été précédés par ceux de Grozny en Tchétchénie ou d'Alep en Syrie, et toujours avec les mêmes acteurs, souvent les Russes. Donc, il faut écouter le discours de Poutine de ces derniers jours. C'est un discours d'une violence inouïe. Parce que peut-être nous ne l'avons pas assez écouté quand il s'est exprimé à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007. Nous n'avons pas compris ce qui pouvait se passer après. Maintenant, nous savons. Donc, jusqu'où nous laissons faire? Au fond, c'est ça, votre question. C'est une grande responsabilité qui est dans les mains du président de la République et des chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir, soit dans le cadre de l'Alliance Atlantique, soit dans le cadre de l'Union européenne. Mais évidemment, est-ce que nous pouvons laisser faire ce qui se passe aujourd'hui? Les attaques contre Si je Kiev, vous écoute, Manuel Valls, vous avez l'air quand même de dire qu'on ne peut pas rester les bras croisés. je pense que si la guerre continue avec les objectifs qui sont ceux de Vladimir Poutine, d'éradiquer le pouvoir actuel, c'est-à-dire tout simplement la démocratie, de s'en prendre à Kiev, la capitale de l'Ukraine, ce pays ami et courageux,
de chasser encore davantage des millions d'Ukrainiens, de mettre en cause et à bas tous les sites stratégiques et l'économie et tous les fondamentaux de ce pays, en regardant en plus un autre État inféodé à la Russie intervenir dans cette guerre, je veux parler de la Biélorussie, il y a là évidemment un débat que je ne vais pas trancher devant vous. J'ai gouverné et je sais la difficulté du sujet. Et là, on ne parle pas de petite politique. Et le ton de vos questions est grave. On parle de guerre. On a commencé sur l'Ukraine un questionnement à propos de l'utilisation de l'arme nucléaire. Peur agitée par, possibilité agitée par Vladimir Poutine. Donc, je suis évidemment responsable dans mes mots. Mais il faut en tout cas se préparer à tout type il faut se préparer à tout et tout est possible. Voilà ce que vous nous dites ce matin à ce micro. Parce qu'il faudra gagner cette guerre si elle a lieu, d'une manière ou d'une autre. Ce qui a changé, c'est qu'il faut se préparer à la guerre et même de type conventionnel. C'est pour cela que le président de la République a eu raison à la fois de dire qu'il faut investir davantage et aussi de faire en sorte qu'il y ait une véritable défense européenne, parce qu'il faut se préparer à ces conflits et en parler et préparer l'opinion, encore une fois, avec beaucoup de sens des responsabilités et d'abord en faisant tout pour que ce conflit cesse. Il faut d'abord trouver une solution diplomatique si c'est possible. Tout est possible, voilà ce que vous nous dites ce matin. Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53.